Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Scène de guerre à Ottawa, au Canada. 3 fusillades ont éclaté, dont une à l'intérieur du Parlement. Le Premier ministre canadien a aussitôt été évacué et conduit en lieu sûr. Un soldat est décédé et un tireur aurait été tué. La chasse à l'homme se poursuit ce soir pour capturer 1 ou 2 assaillants. La thèse terroriste est envisagée alors que le Canada participe à la coalition en Irak. Dans l'actualité, le PS à bout de nerfs. L'ancien ministre Benoît Hamon attaque frontalement le gouvernement, évoquant une menace pour la République. De son côté, le Premier ministre, dans une interview accordée à l'Obs, dénonce une gauche passéiste. Alors, est-ce la chronique d'un divorce annoncé entre les deux gauches? C'est le thème du club d'éditorialistes ce soir. Un duo à la tête de Total après le décès accidentel de Christophe de Margerie. 2 hommes prennent les rênes du géant pétrolier. Patrick Pouyanné, qui dirigeait la branche raffinage chimie, occupera la fonction de directeur général. Et Thierry Desmarais, ancien PDG du groupe, s'installe dans le fauteuil du président sans fonction exécutive. Un attelage prévu jusqu'à la fin 2015. Les détails dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Des fusillades ont donc éclaté dans 3 lieux différents de la ville d'Ottawa, au Canada. Un soldat est mort et le Parlement a été visé. Le Premier ministre qui s'y trouvait a aussitôt été évacué et conduit en lieu sûr. Un tireur serait mort et la chasse à l'homme se poursuit ce soir pour retrouver les autres tireurs. Les détails avec Mounir Soussi. Des coups de feu au cœur du Parlement canadien. En début de matinée, le quartier du pouvoir de la capitale est pris pour cible par un ou plusieurs tireurs. Le Premier ministre Stephen Harper, présent au moment de l'attaque, a rapidement été évacué. Rapidement, les forces de l'ordre évoquent la présence de 3 assaillants. Un a été abattu dans le Parlement, les 2 autres sont toujours recherchés. Avant de faire feu dans le Parlement, ils ont blessé un garde et tué un soldat en faction. Pour l'heure, les autorités ont donné peu de précisions sur le déroulement des événements, alors que de nombreuses questions se posent. Comment quelqu'un qui porte un fusil a pu pénétrer dans le hall d'honneur et s'approcher de la librairie du Parlement? Ce sera un sujet sur lequel il faudra enquêter. Le centre-ville d'Ottawa a été saisi par la panique, avec des artères bloquées, pendant que les autorités incitaient les résidents à se barricader chez eux. Cette attaque intervient dans un contexte tendu. Lundi, près de Montréal, un jeune Canadien de 25 ans, récemment converti à l'islam, a été abattu par la police après avoir fauché volontairement un militaire sur un parking. Voilà, et on reviendra bien sûr sur cette actualité dans la suite du journal en fonction de l'évolution de la situation sur place et des informations qui nous parviennent sur cette traque qui se poursuit donc ce soir. Retour en France à présent où rien ne va plus entre une partie de la gauche et le gouvernement. Ce matin, l'ancien ministre Benoît Hamon a attaqué frontalement l'exécutif et sa politique, la qualifiant de menace pour la République. Et dans un entretien accordé à l'Obs, le Premier ministre Manuel Valls dénonce quant à lui une gauche passéiste. Alors, est-ce la chronique d'une rupture annoncée? On va en parler dans quelques instants dans le club d'éditorialistes ce soir. Mais d'abord, le rappel des faits, c'est avec Mounir Soussi. Regardez. Pendant que le PS est en pleine ébullition, Manuel Valls trace sa ligne. Critiqué par l'aile gauche de son parti, le Premier ministre réplique et présente dans une interview sa vision d'une gauche moderne. Il faut en finir avec la gauche passéiste, celle qui s'attache à un passé révolu et nostalgique, hanté par le surmoi marxiste et par le souvenir des 30 Glorieuses. Bien décidé à ne pas se laisser déborder par les frondeurs, Manuel Valls dénonce le danger de leur prétendu immobilisme idéologique. Face au repli que propose l'extrême droite, il est essentiel que la gauche se réarme intellectuellement. Mais si la gauche ne se réinvente pas, oui, elle peut mourir. Manuel Valls effectue cette sortie le jour de sa décoration de la Grand Croix de l'Ordre national du mérite par le président, qui souligne l'esprit parfois provocateur de son Premier ministre. Une des figures qui vous sert de référence, c'est celle de Clémenceau. C'est un personnage controversé, y compris au sein de la gauche française. C'est sans doute pour ça que vous l'avez utilisé, car vous aimez la controverse, à condition qu'elle soit un facteur de débat, de contradiction et en même temps de synthèse.
Une synthèse qu'il souhaite la plus large possible, mais en direction du centre. Manuel Valls propose la création d'une nouvelle formation dite progressiste et il regrette que la gauche n'ait pas tendu la main à François Bayrou qui avait appelé à voter François Hollande en 2012. Dans le logiciel qu'il propose, le parti doit adopter une vision de la société radicalement différente. La gauche que je porte garde un idéal, l'émancipation de chacun. Elle est pragmatique, réformiste et républicaine. Il y a 5 ans, Manuel Valls voulait déjà changer le nom de son parti. Aujourd'hui, dans sa définition de la gauche moderne, le mot socialiste est encore absent. Et ce n'est pas la première fois que le torchon brûle entre le gouvernement et une partie de sa gauche. Les dernières semaines sont très tendues. Il y a eu la sortie de Martine Aubry sur la nécessaire réorientation de la politique de l'exécutif, le vote du budget avec une majorité rétrécie. Et puis cette folle journée aujourd'hui au sein de la gauche, le résumé avec Julie Hulin. Au sein de sa majorité, le Parti socialiste a maintenant pris l'habitude des abstentions. Mais qu'elles appartiennent à des anciens ministres a déclenché une véritable tempête politique. Au lendemain de leur vote, Aurélie Filippetti affirme n'avoir de leçons à recevoir de personne, pendant que Benoît Hamon s'explique. Cette politique, non seulement n'a pas de résultat sur le plan économique, mais de surcroît, parce qu'elle réduit les capacités d'intervention de la puissance publique, sa capacité à mettre en œuvre la justice sociale et l'égalité, elle menace la République. La politique économique du gouvernement menacerait la République. Les mots sont forts, presque violents, une provocation ultime suivie d'une réaction immédiate du gouvernement et du parti. Je dirais que ce n'est pas bon ni pour eux, ni pour le Parti socialiste, ni même pour ceux qu'on appelle les frondeurs. C'est une attitude qui est pour moi déplorable. Au moment où nous en sommes, 2 ans et demi, et dire des choses comme ça, là c'est pareil, je ne peux pas d'abord l'accepter et je ne le comprends pas. Qu'est-ce qui serait cohérent qu'il quitte au moins le Parti socialiste à ce moment-là, si c'est ça? Quelques heures plus tard, Benoît Hamon dit regretter la polémique et affirme qu'il ne quittera pas le Parti socialiste. Mais une nouvelle étape semble avoir été franchie par les frondeurs. Où s'arrêteront-ils? 2 jours seulement après la sortie de Martine Aubry, se pose la question d'une gauche qu'on pourrait croire affaiblie par le pouvoir. Un écart toujours plus important se creuse entre l'exécutif et une partie de la majorité. Nul doute qu'il s'amplifiera jusqu'au congrès du Parti socialiste, dont la date n'est toujours pas fixée. Réunifier le parti autour d'une ligne claire pourrait alors ressembler à un pari perdu d'avance. Nicolas Sarkozy en meeting dans le Sud. L'ex-chef de l'État et candidat à la présidence de l'UMP poursuit sa tournée après avoir dénoncé hier à Nice la politique familiale du gouvernement. Nicolas Sarkozy a évoqué ce soir à Toulon, je cite, sa volonté d'être le porte-parole de la France qui souffre. Un tandem pour Total. Le géant pétrolier n'a pas tardé à annoncer sa réorganisation après le décès accidentel de son président, Christophe de Margerie, en Russie. 2 hommes vont prendre les rênes du groupe. Patrick Pouyanné, qui dirigeait la branche raffinage chimie, qui occupera la fonction de directeur général. Et puis Thierry Desmarais, l'ancien PDG du groupe, s'installe dans le fauteuil du président sans fonction exécutive. Et le tout jusqu'en 2015. Par la suite, Patrick Pouyanné prendra seul la présidence du groupe. La suite du 22h à présent. Dans quelques instants, c'est le club d'éditorialistes du mercredi avec Charles Consigny du Point, Serge Raffi de l'Obs, Philippe Gouliot du Figaro et le politologue Stéphane Rosès. Débat et analyse de l'actualité politique et c'est juste après le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Nathalie Guilloire. Une 60aine de parlementaires épinglés par le Canard enchaîné. Ils seraient en délicatesse avec le fisc, mais aucun nom ne circule pour le moment. Les fraudes peuvent aller du simple oubli avec les impôts à la tricherie. Gérard Larcher, le président du Sénat, rappelle son attachement à la transparence. Il y a actuellement un dialogue, notamment entre l'administration fiscale, la haute autorité et chacun de ses parlementaires. Je rencontrerai bientôt les représentants de la haute autorité pour faire le point. Je suis attaché à la transparence. Et donc cette transparence, il faut qu'elle s'applique. Le président de la République va devenir injusticiable comme les autres. Le Sénat a voté la possibilité de destituer le chef de l'État en cas de manquement grave à ses devoirs. Le texte, déjà adopté par les députés, doit désormais être soumis au Conseil constitutionnel. Je conteste la façon dont il fait son travail, je la conteste, je la trouve indigne. Voilà.
Voilà, je le dis. Je trouve qu'il a déshonoré, un homme, il a déshonoré les institutions, il a aussi déshonoré la justice. Le 22 mars 2013, Henri Guénaud s'en prend au juge d'instruction Jean-Michel Gentil. Dans son viseur, la mise en examen de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. Pour ses propos, le député UMP comparé aujourd'hui, il est jugé pour outrage à magistrat. Le procureur a requis 3 000 € d'amende. Beaucoup de montagnes et peu de contre-la-montre, c'est le nouveau visage du Tour de France 2015. Cette année, le directeur du Tour joue la carte des surprises, de quoi bouleverser le classement général. Les 2 dernières arrivées en altitude, l'Alpe d'Huez pour la première fois dans l'histoire du Tour, à la veille des Champs-Élysées, ça nous promet une bagarre et un suspense, je l'espère, jusqu'au bout. Pour cette édition 2015, le départ se fera des Pays-Bas pour une arrivée le 26 juillet à Paris. La suite du journal est comme tous les mercredis, c'est le club d'éditorialistes du 22h. Vous connaissez le principe, les signatures de la presse écrite débattent des thèmes qui rythment l'actualité et c'est très rythmé en ce moment à gauche. Les positions se durcissent, les phrases se font plus assassines avec d'un côté le camp des frondeurs dont fait partie l'ancien ministre Benoît Hamon. Ce dernier, je vous le rappelle, a qualifié de menace pour la République la politique de l'exécutif et de son côté, Manuel Valls veut en finir avec une gauche passéiste. Et n'oublions pas que tout cela se passe au moment où notre budget est soumis à Bruxelles. On évoque tous ces sujets avec nos invités ce soir. Charles Consigny, bonsoir. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes écrivain, éditorialiste au Point. On est ravis de vous accueillir. Avec nous également ce soir, Serge Raffi, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef à l'Obs, il faut dire l'Obs. Ah oui. À présent, nous, ça y est, nouvelle formule. On se rénove, nous. Voilà. Pourquoi vous dites nous? Par rapport au Parti Socialiste. Vous allez nous en parler. Vous êtes également l'auteur du livre L'homme qui rit chez Flammarion, où vous vous êtes glissé dans la tête de François Hollande. Avec nous également Philippe Gouliot, bonsoir. Bonsoir Sonia. Rédacteur en chef au Figaro. Et nous accompagne le politologue et notre chroniqueur Stéphane Rosès. Bonsoir Stéphane. Sonia. Et bien sûr, pour croquer en direct cette riche actualité, notre dessinateur, mon complice Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia et bonsoir à tous. Très bien. Vous venez le top départ, on peut y aller? Voilà, je suis sur votre gauche, on ne va pas se disputer. Alors parlons de la gauche. Non, nous ne représentons pas de gauche. Philippe Gouliot, il y a beaucoup de tensions depuis plusieurs semaines et des mois d'ailleurs entre le gouvernement et une partie de sa gauche. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une vraie guerre entre ces deux gauches? Oui, c'est la guerre des deux roses, mais enfin ça c'est assez vieux en réalité parce que au PS il y a toujours eu cette rivalité. Elle a été souvent une rivalité d'hommes. Là c'est une rivalité d'hommes ou d'hommes et de femmes. Et aussi une rivalité sur le fond, sur la ligne économique. On le voit bien, la ligne économique que défend Martine Aubry, c'est pas du tout celle que défend Manuel Valls. La conception du parti n'est pas du tout la même, et c'est pas simplement des questions de dosage. Là, on entre dans des clivages assez forts, assez puissants entre toutes ces courants, les frondeurs. Faut reconnaître quand même que la phrase dont on vient de parler, la phrase de Benoît Hamon, elle est d'une dureté incroyable. Qualifie la politique du gouvernement d'une menace pour la République. Menace pour la République, c'est quand même quelque chose qu'on réserve généralement au Front National, à gauche. Enfin, et là, c'est vraiment très dur, je trouve. Charles Consigny, c'est le cas. Les mots sont très durs, les phrases assassines. À quoi on assiste? À la chronique d'une rupture annoncée? Non, moi je pense qu'on assiste à une pièce de théâtre. Moi je pense que les gens qui aujourd'hui font croire que les socialistes ne sont pas au pouvoir sont des gens qui trompent les Français, qui trompent l'opinion. Je rassure sur ce plateau les électeurs socialistes, ils ont bien des socialistes au pouvoir. Il suffit de demander à n'importe quel petit chef d'entreprise combien d'impôts il paye et combien de charges il paye sur ses salaires pour s'apercevoir qu'on n'est pas du tout sorti en France du socialisme le plus archaïque. Vous reconnaissez qu'il y a deux gauches différentes, l'une qui se dit plus pragmatique et l'autre, disons... Alors, c'est sûr, il y en a une qui doit être nostalgique de l'URSS et l'autre qui se dit peut-être qu'il serait bien... Fort, évidemment, j'y vais fort, mais aussi ils y vont fort. Vous entendez ce que dit Benoît Hamon, c'est ridicule. En quoi est-ce que Valls menace la République? Il menace sans doute les comptes de la République, puisqu'on a passé... Soit il menace la République, soit il ne menace pas. Vous présentez ce gouvernement comme un gouvernement quasi soviétique. Il faudrait savoir. Je dis que c'est un vrai gouvernement. Non, le vrai débat, c'est que, Benoît Hamon, c'est un ministre qui a été viré d'une manière un peu brutale et qui, au fond, il y a un peu de ressentiment dans tout ça. Et on a toujours vu dans toute l'histoire du Parti socialiste une bataille entre les guédistes et les modernes, etc. C'est toujours la même histoire. Simplement, encore une fois, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a un monsieur qui va tirer les marrons du feu de tout ça, c'est François Hollande.
C'est-à-dire que l'arrivée de Martine Aubry, qui nous refait le coup du Caire, effectivement, de cette tendance du Parti socialiste, la bienveillance, le modèle social auquel on ne touche pas, comme si le monde n'avait pas bougé depuis le Conseil national de la résistance. Et de l'autre côté, très à droite, Manuel Valls qui lui dit bah non, le modèle social depuis le Conseil national de la résistance, ça ne marche plus, le monde a changé, il y a la mondialisation, il y a les pays émergents, tout ça a complètement explosé, nous sommes obligés de revoir notre logiciel. Et le grand bénéficiaire serait François Hollande, selon vous ? Le grand bénéficiaire, c'est celui qui va faire la tendance de tout ça. Ça ne veut pas dire que sa cote de popularité va remonter, mais c'est ça qu'on est en train de voir s'agiter aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant politiquement. Un coup d'œil à la caricature d'Hervé Baudry, tout de suite, on va la regarder. Souvenez-vous, on a parlé beaucoup de McCarthy et de son marbre Place Vendôme. Moi, je vous propose à la FIAC la fameuse rose à 2 têtes. C'est moins violent, on ne va pas se battre. Ça pique quand même, je ne le conseille pas. Stéphane Rosès, oui, c'est Serge Raffi dit que cette bataille, cette guerre entre les deux gauches, elle est presque éternelle, elle est permanente. Mais là, est-ce qu'on n'a pas franchi un cap avec une attaque aussi violente d'un ancien ministre ? Il y a d'abord la question de la virulence rhétorique de l'attaque, effectivement, qui est hors de proportion par rapport à la réalité et aux enjeux. Mais la nouveauté, c'est que on l'oublie, mais la gauche est au gouvernement et elle est à l'Élysée. Et donc, il se passe au travers des États généraux. Sans doute, la sortie de Martine Aubry donne-t-elle une vigueur supplémentaire. Au départ, je pense que Jean-Christophe Cambadélis ne pensait pas transformer les États généraux en sorte de congrès, encore moins de congrès de Rennes. Donc, la nouveauté, c'est que les socialistes sont au pouvoir et que, visiblement, ils sont en train de constituer un débat idéologico-politique alors que la gauche est au pouvoir. Alors, c'est une autre façon de dire que ça aurait été sans doute au président de la République de dire en quoi sa politique se distinguait de son prédécesseur ou des autres. Première chose. Deuxième chose, Serge Raffi a raison. Dans la tradition politique française, il faut toujours du clivage. Sauf que la nature du clivage a changé. Sous Gued, Jaurès ou même Clémenceau, puisque Manuel Valls se réclame, il y avait pour faire vite d'un côté les révolutionnaristes et puis de l'autre, je dirais, les réformistes de gauche. Là, c'est entre une orientation qui est une orientation social-démocrate et quelque chose qu'essaye de jouer Manuel Valls. Par rapport à ce que vous dites, Stéphane Rosès, Philippe Goudleau, c'est quand même un climat particulier. Avec le retour de Nicolas Sarkozy, le gouvernement se réjouissait d'un retour d'un clivage, d'ailleurs droite-gauche. Et là, on a encore ce même clivage gauche-gauche qui alimente la chronique. Oui, c'est vrai qu'ils espéraient avoir un peu d'oxygène avec le retour de Nicolas Sarkozy. Ça ne vient pas, l'oxygène, apparemment. Ça ne vient pas du tout, non. Ils pensaient que le débat allait se focaliser entre l'affrontement, cet affrontement entre la gauche et Nicolas Sarkozy et sur des positions très clivé, un retour vraiment à la droite. Et là, non, ça marche pas du tout. Et c'est vrai que là, depuis quelque temps, il se passe tous les jours quelque chose au PS, comme à la Samaritaine en son temps. Enfin, justement, est-ce qu'il ne faut pas relativiser tout ça, Charles Consigny ? Le poids réel des frondeurs, jusqu'où peuvent-ils aller ? Ils s'abstiennent, on est d'accord sur le budget. Ils critiquent ouvertement et violemment, comme Benoît Hamon, le gouvernement. Mais iraient-ils jusqu'à se faire harakiri, finalement, et se saborder, couler avec le gouvernement ? Mais ça leur ferait du bien, et ça lui ferait du bien à tout le monde que les frondeurs et le gouvernement coulent ensemble. Je crois que ce que vous dites, le fait que finalement le retour de Sarkozy ne crée pas un match entre Sarkozy et Hollande, entre la gauche et la droite, etc., ça montre aussi une chose qui est que maintenant il y a un nouveau clivage qui existe et que d'ailleurs Marine Le Pen formalise de temps en temps de façon explicite entre ceux qui prennent la mondialisation pour ce qu'elle est, qui l'acceptent, qui décident que la France va se battre selon les règles du commerce mondial, et ceux qui sont réticents à la mondialisation, qui pensent que la France doit s'en protéger, doit garder une spécificité forte, etc. Ce qui fait que vous avez une ligne aujourd'hui. En fait, entre Valls et Sarkozy, vous avez sans doute sur le fond plus d'accords que de désaccords. De la même façon, franchement, je n'hésite pas à le dire, qu'entre Martine Aubry et Marine Le Pen, vous avez sans doute sur un certain nombre de sujets beaucoup plus d'accords que de désaccords. Vous allez en faire bondir plus d'une et plus d'un. Bien sûr, puisque vous avez un nouveau clivage entre ceux qui veulent qu'on fasse. Si vous voulez L'autre jour, je lisais dans un livre de l'historien François Furet, qui s'appelle « Passer d'une illusion », une phrase où il explique qu'aujourd'hui, il est devenu très difficile de penser une nouvelle société et que personne n'avance sur le sujet. L'esquisse d'un concept
neuf. Et ben, à mon avis, depuis Chaban-Delmas, on n'a pas avancé sur ce sujet. À mon avis, il y a en France des gens qui voudraient encore qu'on puisse penser une nouvelle société et des gens qui disent laissez tomber, ça n'est plus possible, sauvons les meubles et battons-nous dans la mondialisation. Oui, Stéphane Rosès. Sauf que Manuel Valls, sur la question de la République, s'ancre sur l'identité française, mais du point de vue régalien, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il est ouvert, vous avez raison, plus au plan économique, c'est-à-dire jouons des marges de manœuvre, il est illusoire de vouloir préserver le modèle social par la défensive, menons plutôt une guerre de mouvement, mais par contre, sur la question des valeurs, les questions culturelles, alors là, il est beaucoup plus dans la tradition française que sa gauche qui est économiquement, effectivement, beaucoup plus colbertiste, interventionniste, mais qui au plan libéral, au plan culturel, pardon, est lui libéral. Vous dites guerre de mouvement, on va voir avec quelles armes. Regardez juste un coup d'œil, on va jeter un coup d'œil à la caricature d'Hervé. Je vous présente une gauche très très ancienne, hein, tout en Camon. Et donc la République risque d'être momifiée, ça c'est sûr. Mais je crois que au fond, le débat, c'est que aujourd'hui il y a au sein de ce gouvernement, et même majoritairement aujourd'hui, une gauche réaliste qui dit une chose que tout le monde sait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas redistribuer les richesses s'il n'y a pas de richesse. Voilà, c'est assez simple. La gauche, c'était quoi? C'était une meilleure redistribution des richesses. C'était ça la différence entre la droite républicaine et la gauche social-démocrate. Or, aujourd'hui, on est dans une situation où ce n'est pas possible parce que tout simplement l'étau de Bruxelles, les marchés qui nous surveillent en permanence font que la marge de manœuvre d'un gouvernement, quel qu'il soit, est très étroite. Et c'est vrai que François Hollande, Manuel Valls, ils sont dans cette seringue. Et une partie de la gauche profite de cette situation, parce qu'ils sont au gouvernement, pour espérer constituer effectivement un mouvement qui va leur permettre, eux, d'exister plus tard. Alors on va parler justement, Serge Raffi, aussi de cet entretien exclusif. Je vais montrer la nouvelle maquette d'ailleurs de l'Obs, la voici, avec Valls à la une et sa riposte. Est-ce qu'on se dirige, et je vous pose la question, compte tenu de ce qu'a dit Manuel Valls, je cite sa phrase dans votre journal, il propose la réunion des forces progressistes. Est-ce que c'est dans notre tradition, Philippe Gouliot? C'est un vieux rêve. C'est un vieux rêve à droite et à gauche d'ailleurs, de réunir tout le monde, qui n'a jamais marché. Là, déjà, on ne voit pas qui va venir dans cette maison commune, parce que le Parti communiste, évidemment, n'en voudra pas. Mélenchon, c'est même pas en rêve. L'aile gauche du PS n'a pas non plus envie. Finalement, qui reste? Les centristes, c'est pas possible. Bayrou n'a pas envie maintenant, c'est trop tard sans doute pour faire revenir Bayrou dans une maison commune comme ça. Ils vont se rassembler entre eux, d'après ce qu'on dit, personne. Bayrou a dit, puisque Cambadélis lui refusait l'onction socialiste, il a dit le terme qui s'appliquerait le mieux au PS maintenant, c'est l'extrême onction. Donc il ne veut pas participer à cette aventure du tout. Donc il reste que le PRG. Et finalement, c'est la situation dans laquelle est actuellement le PS. Et ça ne marche pas, non pas qu'il n'y ait pas de proximité sur le fond entre le centre-gauche et les centres-droits, mais la tradition française, c'est de toute façon qu'il y ait du clivage, nonobstant la nature. Par contre, à gauche, il y a un petit problème, c'est que la façon dont s'emmanche le débat, apparemment traditionnel, esquive l'essentiel pour l'électorat de gauche et l'électorat tout court. C'est-à-dire, quelles sont les redéfinitions du modèle social qui fait que les fondamentaux, on ne doit pas les toucher. Voilà les critères qui font que l'on peut réformer sans renoncer à ce qui fait nos fondamentaux. Il y a la tradition, comme vous dites, Stéphane Rosès, et puis il y a la mode aussi, la mode des changements de nom, n'est-ce pas, Serge Raffi? Donc le nouvel observateur devient l'Obs, et regardez la caricature d'Hervé Baudry, avec d'autres changements, puisque Manuel Valls n'a pas exclu le changement de nom. Mais c'est très important d'ailleurs. On va regarder la caricature. C'est pour ça que j'incite le maximum de gens à lire l'interview de Manuel Valls dans Nouvel Observateur, parce que la vraie question, c'est celle-là. C'est comment la gauche peut changer de logiciel et effectivement quelle organisation elle peut créer si c'est encore possible aujourd'hui. Non, mais ce qu'il pense Manuel Valls, c'est qu'il ne le fait pas. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'a pas de courant. Manuel Valls, au sein du Parti socialiste, il ne constitue pas une armée de lieutenants qui vont lui permettre de prendre le pouvoir au sein de ce parti. Donc quelque part, il a une stratégie latérale à côté du Parti socialiste. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ou pas? C'est une des grandes questions. En fait, il y a l'enjeu qui se joue là, c'est est-ce que la gauche fait sa mue à l'issue du quinquennat de François Hollande? Est-ce que Manuel Valls arrive à la convertir à la modernité, ou est-ce que la gauche résiste trop, auquel cas Martine Aubry devient la patronne de la gauche en France? J'exclus le fait que François Hollande puisse tirer parti de ça. Moi, je pense que c'est
qui n'arrivera jamais à remonter de ses tréfonds. Mais en revanche, je pense que Manuel Valls s'illusionne, c'est-à-dire que cette réunion des forces progressistes, il y a en effet de très nombreux hommes politiques qui ont espéré la porter, mais c'est quelque chose qui ne peut plaire qu'aux journalistes du Monde. Il faut vraiment être parisien pour avoir envie d'adhérer à une réunion des forces progressistes. Moi, ce que je pense, c'est que la crise a radicalisé les gens, parce qu'elle a beaucoup prolétarisé les gens, et que la classe moyenne supérieure, qui autrefois pouvait être attirée par le centre, notamment par exemple le centre giscardien, n'existe plus aujourd'hui. Donc un rassemblement large, vous avez des gens aujourd'hui dans la sociologie de française, vous avez des gens qui sont très riches et vous avez des gens qui sont très pauvres. Et la classe moyenne supérieure, c'est quelque chose qui n'existe presque plus. Il y a aujourd'hui la classe moyenne, au mieux, elle est inférieure. Donc soit elle s'est radicalisée à gauche en considérant que c'est l'État qui doit l'aider à avoir une meilleure condition, soit elle s'est radicalisée à droite en considérant que c'est son travail personnel et que l'État ne doit pas interférer. Alors on va parler justement des rapports François Hollande et Manuel Valls, comme vous l'avez dit Serge Raffi. Un coup d'œil à la caricature d'Hervé avec Manuel Valls. Oui, on a bien vu aujourd'hui qu'il avait une belle écharpe bleue. Notre Manuel, donc Grand Croix de l'Ordre du Mérite, donc ça peut lui servir aussi. Et bien justement, je voulais parler de ça. Quelle belle transition. On va réagir à cette phrase de François Hollande. Avant de l'écouter, je vais rappeler le contexte. C'est le chef de l'État qui a donc remis aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, Philippe Gouliot, la Grande Croix de l'Ordre national du Mérite à son Premier ministre. C'est une tradition qui date de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Voilà. Au bout de 6 mois passés à Matignon, le président de la République remet à son Premier ministre la Grande Croix de l'Ordre du Mérite. C'est une tradition. Et il le mérite donc. Ça fait déjà 6 mois. François Hollande qui s'adresse à Manuel Valls en faisant référence au modèle du Premier ministre qui est Clémenceau. Écoutez. Je connais bien son parcours très long, ce qui vous laisse grand espoir. Commencé au moment de la Commune de Paris et terminé, non pas comme on le croit, à la fin de la Première Guerre mondiale, car il a continué à produire, à écrire, jusqu'à la fin de sa vie. Il n'est pas devenu président de la République, mais on peut réussir aussi son existence sans être président de la République. Alors, Serge Raffi, vous qui vous êtes glissé dans la tête de François Hollande. C'est François Hollande dans toute sa splendeur, mais je voudrais revenir sur cette idée que la gauche n'a pas effectué sa mue, mais c'est une blague, enfin c'est incroyable. Il y a eu la primaire socialiste, il y a eu la campagne électorale où François Hollande a montré qu'il était social-démocrate jusqu'au bout, il y a eu le pacte de reste, mais c'était une c'est de la propagande ringarde ça, parce que ça, on sait très bien que c'était rien, ça ne représentait rien, c'était une opération électorale. Et vous continuez à brandir ça. Vous ne parlez pas du pacte de responsabilité, vous ne parlez pas du choc. Mais bien sûr que si. C'est parce que ça ne vous intéresse pas. C'est parce que ça ne vous intéresse pas, parce que vous faites de la propagande. Parce que vous êtes un propagandiste. Et votre jeu, ce que vous faites, c'est le jeu de Marine Le Pen. En étant dans un truc anti-élitiste, etc. C'est ridicule. Moi, je pense profondément que la gauche a fait sa mue, que François Hollande, le pacte de responsabilité, laissez-moi terminer. Le pacte de responsabilité a été engagé. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. De dire que la gauche n'a pas fait sa mue, mais c'est absolument ridicule. Que ça soit compliqué, que ça soit difficile de gouverner, c'est une évidence. Mais de parler de non-mue de la gauche, elle est en train de se faire. C'est bien pour ça d'ailleurs que M. Montebourg, que M. Hamon, que Mme Aubry montent au créneau et sont dans un tel état d'énervement parce que c'est en train de se faire. Je vais répondre très simplement. Peut-être que c'est en train de se faire. En attendant, il y a quand même... Pas faire de propagande comme ça. Je n'ai pas fait de propagande. C'est de la propagande pure. Si vous pensez que c'est de la propagande, c'est votre problème. Moi, je ne dis pas des choses comme ça sur la droite. Je trouve ça ridicule. Mais je peux dire la même chose sur la droite. Il se trouve qu'on a un débat sur la gauche, Monsieur Raffi. Excusez-moi de ne pas être consensuel comme vous. J'essaie d'avoir une opinion. Mais si vous voulez ne pas avoir d'opinion, politiquement correct, c'est vous qui l'avez. Je vous enverrai la carte du MoDem la semaine prochaine et vous y trouverez très bien, ou de l'UDI peut-être, je sais pas. Allez, le juge de paix. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a en effet peut-être une mue de la gauche qui est en train de s'opérer. Il est possible, comment dire, il est possible que Valls gagne à la fin. Il n'empêche qu'il y a une résistance très forte. Et on la voit. On la voit chez Martine Aubry, on la voit chez les frondeurs, on la voit chez les mouvements de jeunesse au sein du Parti socialiste. Et je rappelle quand même qu'on a en France un président qui a été élu sur la base d'un programme dans lequel il y avait une taxe à 75%. Excusez-moi, pour moi, ça, c'est pas une gauche très moderne. Et je rappelle aussi que le ministre de l'économie et des finances était jusqu'à il y a quelques semaines Arnaud Montebourg, qui n'est pas exactement de la gauche moderne. Donc dire qu'elle a terminé sa mue, non. Peut-être que
que ça va devenir, mais ça n'est pas de la propagande que de dire ça. Engager SAMU, c'est pas terminer SAMU. C'est vrai qu'il y a une ambiguïté au départ, c'est que le fond de la politique économique, dès la campagne et la primaire de François Hollande, c'est une politique de l'offre. Donc il y a bien une rupture. Ensuite, il y a des concessions rhétoriques telles que les 75% et tout. Et par contre, idéologiquement, les choses ne sont pas tranchées parce que François Hollande se refuse à se lier les mains en disant en quoi la politique menée est social-démocrate. Donc c'est l'ambiguïté permanente. Voilà. Alors. Et le paradoxe, c'est que du coup, ça vient du Parti socialiste, cette clarification. Et d'ailleurs, ça a été intéressant de voir les réactions à Aubry. Les gens ont vécu, non pas parce qu'ils étaient forcément d'accord avec Aubry, mais ils disaient, tiens, enfin, peut-être qu'elle va permettre de donner un minimum de socle idéologique, obliger l'exécutif à, je dirais, énoncer idéologiquement ce qui est fait. Alors le paradoxe, c'est que ça se fait comme ça. Mais il est clair que Manuel Valls veut assumer idéologiquement la politique telle qu'elle est menée avec le danger de la non-différenciation. C'est la menace. On va terminer sur ce sujet avec la caricature d'Hervé Baudry. Ça sent quoi à gauche? Ça sent le Congrès, j'ai l'impression. Parce que tout le monde essaye plus ou moins de se placer. Le sapin, le Congrès. Ça sent moins le sapin maintenant. Mais on sent que les uns et les autres avancent leur pion pour un hypothétique Congrès. On n'a encore pas les dates. Hein. On n'a pas les dates, mais ça, il va être très chaud ce Congrès. Vous voyez, elle est très moderne, la gauche. Elle en est encore à ses congrès. À ses... Vraiment, elle a fait SAMU. Que les États généraux, les partis, c'est Stéphane Rosès qui a dit ça, que les États généraux soient oui. utilisés justement comme un mini-congrès, ça c'est vrai. Autre thème, on va parler dans quelques instants du budget, de la famille qui est au centre des débats et des crispations. Et il y a une actualité européenne ce soir avec la mise en place de l'équipe de Jean-Claude Juncker qui va donc présider, ça y est, la Commission européenne. Et on va rejoindre notre correspondante Nora Amadi à Strasbourg. Cette commission, elle a plusieurs dossiers chauds à l'ordre du jour et le premier d'entre eux bien concerne la relance économique. Effectivement, Sonia, le gros dossier, ce sera la question de la relance économique. Jean-Claude Juncker, lors de son investiture en juillet dernier, avait annoncé un plan de relance et d'investissement de 300 milliards d'euros. Seul hic, on ne sait pas d'où viendront ces 300 milliards, puisque le budget européen est d'ores et déjà voté et fléché, ce qui lui a valu le titre de Père Noël de la croissance, puisqu'il a annoncé qu'il ferait des annonces pour Noël prochain. Autre gros dossier, la question de la flexibilité et de l'austérité. Il faudra convaincre Berlin et Angela Merkel d'infléchir sa position sur les 3%. Une mission qui sera celle de Pierre Moscovici, mais cornaquée par Jyrki Katainen, l'ancien Premier ministre finlandais, chantre de l'austérité. Donc nous verrons désormais dans les prochaines semaines ce qu'ils vont réussir à faire, mais tout ce qu'il reste à dire, c'est qu'on ne saura rien d'ici Noël prochain. Voilà pour cette actualité européenne. Et on retrouve nos invités, toujours avec nous Charles Consigny, écrivain et éditeur Les Saupoints, Serge Raffi, rédacteur en chef à l'Obs, Philippe Gouliot, rédacteur en chef au Figaro, et notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud nous a rejoint. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir à tous. L'actualité Jean-Louis, c'est notre budget qui est examiné par Bruxelles. Selon le Financial Times ce soir, eh bien Bruxelles aurait demandé des précisions supplémentaires à Paris. C'est pas bon signe. Ce que M. Sapin a nié cet après-midi. Il a dit « je n'ai reçu aucune lettre », mais il ira demander incontestablement des précisions. Le problème, c'est de savoir plutôt le verdict. Qu'est-ce qui sortira fin octobre, début novembre, de la Commission européenne, le jugement global qu'elle portera sur ce déficit. Il me semble difficile parce qu'à écouter M. Juncker cet après-midi, il a bien dit qu'il fallait absolument respecter les règles. Il a dit ça. Donc je ne vois pas, nous ne respectons pas les règles. On peut trouver ça un petit peu administratif, mais c'est comme ça. Cela dit, même si la Commission européenne donne un avis négatif, ça ne veut pas dire qu'elle rejette le budget de la France. Elle n'a pas le pouvoir de rejeter le budget de la France, mais elle peut donner un verdict négatif. À partir de là, elle a 4 mois pour proposer au Conseil européen de sanctionner ou pas la France. Elle dit voilà, depuis 4 mois, on regarde la France, ça ne s'est pas amélioré, nous vous proposons de sanctionner. Et le nouveau traité dit que les conseils européens votent ce qu'on appelle à la majorité qualifiée inversée. C'est-à-dire que le Conseil européen ne votera pas la sanction, il doit se prononcer contre. On lui demande simplement est-ce que vous êtes contre, on ne demande pas s'il est pour. Et il semble difficile dans le rapport de force que ce Conseil européen ne vote pas contre les sanctions. À partir de là, et c'est pour ça que le scénario n'est pas terminé, si plusieurs semaines après, ça ne s'est pas encore amélioré, la Commission européenne a le droit de redemander de voter les sanctions. Donc, en fin de compte, c'est un long processus. C'est un long processus, oui. Et donc, je pense que les autorités françaises ne doivent pas craindre
des sanctions dans les semaines, voire dans les mois qui viennent, le problème se posera véritablement à peu près au milieu de l'année prochaine. Alors il y a ce budget, il y a un autre budget dont je voudrais on va parler ce soir, c'est le budget de la sécurité sociale avec la famille, Philippe Gouliot, au centre des débats et des crispations. Le budget de la sécurité sociale qui est examiné en ce moment au Parlement, c'est vraiment un sujet sensible, brûlant. Oui, c'est un sujet d'ailleurs qui divise à peu près tout le monde, là encore, parce que, évidemment, à droite, il y a des gens qui ne sont pas tellement opposés à cette mise sous condition de ressources, mais qui ne peuvent pas le dire parce que l'UMP a pris position très majoritairement, voire quasi unanimement, contre les propositions du groupe socialiste. À gauche, il y a des tas de gens qui sont contre. Dans le Figaro, demain, on publie une interview d'Anne Hidalgo qui dit n'accablons pas les familles. Et elle se prononce très clairement contre ces propositions du groupe socialiste en disant que à 6 000 € par mois à Paris, il y a un ménage de la classe moyenne n'est pas riche et qu'il a des difficultés étant donné le coût des loyers. Donc elle est très claire là-dessus. Les communistes sont contre. Enfin, bref, ça ne plaît finalement qu'à une petite minorité de parlementaires socialistes. Oui. Et la droite a sorti l'artillerie lourde et dénoncé la politique anti-famille de Hollande. Charles Consigny, je vous laisse répondre. Je veux juste qu'on regarde cette caricature d'Hervé Baudry. Je suppose que ce sont des parents. Dans les familles, oui. Ils vont certainement être obligés de licencier. Oh, c'est dur. Il faut choisir. C'est un peu méchant. On va jouer le petit poussé et on perd quelques-uns en forêt. Charles Consigny. Écoutez, moi je pense qu'il faut déconnecter cette question-là du thème de la famille. Je ne pense pas que la gauche, contrairement à ce qui est dit parfois, est vraiment une dent contre la famille. Je ne comprends pas très bien de quoi on parle quand on dit ça. Je crois plutôt que la gauche a une dent contre le travail. Et ce que je pense, c'est que à force de mettre toutes les allocations sous condition de ressources, on va créer une société dans laquelle un très grand nombre de gens gagneront peu ou prou la même chose, quel que soit le travail qu'ils fournissent. Puisque certains travailleront plus et gagneront plus par leur travail, tandis que ceux qui gagneront moins auront moins de ressources, mais auront des allocations qui compenseront. Est-ce que vous savez par exemple que de façon symétrique, les APL, l'allocation pour le logement, qui est réservée aux étudiants pour payer leur loyer, ce qui fait d'ailleurs simplement augmenter les loyers dans les villes où il y a des facs, ce qui n'a ça aide aussi au passage les étudients qui parfois n'ont pas beaucoup de moyens. Bien sûr, on a tous connu ça, oui, bien sûr, sauf qu'il y a quand même un effet pervers derrière. Savez-vous que ces allocations-là, qui peuvent aller jusqu'à peu près 250 € par mois, sont modulées en fonction de si l'étudiant travaille ou pas. C'est-à-dire que si l'étudiant travaille en plus de ses études, il va toucher moins d'allocations que celui qui ne travaille pas. Est-ce qu'on n'a pas là un système fou qui décourage les gens de travailler? Moi, je pose simplement la question et c'est comme ça que je regarde ce problème. Il y a ce débat sur le travail. Je reviens un peu sur la famille, Jean-Luc Gombault. On ne touche pas à la famille sans conséquences. Je le disais, le thème est sensible. Est-ce qu'il peut y avoir justement des suites, justement moduler les allocations familiales selon le revenu? Est-ce qu'on peut y penser pour d'autres éléments? Alors, effectivement, d'abord, d'ores et déjà, dans les distributions, les allocations de la CNAF, il y a près des 2/3 qui sont sous condition de ressources. Alors donc, ça commence effectivement à prendre une importance considérable. Ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que c'est les parlementaires socialistes, dont on pouvait croire qu'ils ont une touch politique plus forte que le gouvernement, un flair. Oui. Or, visiblement, autant la précédente formule avait soulevé un certain nombre de mécontentements, et là, les parlementaires socialistes, qui sont déjà dans une panade terrible, propose cette affaire qui leur met à dos une foule de gens. Et dans un argument un peu bizarre, parce qu'on dit que c'est une affaire de justice. Il faut toujours qu'il y ait de la justice quelque part. Mais en réalité, un cadre qui gagne 6 000 € par mois, si on lui diminue ses allocations familiales parce qu'il gagne 6 000, 7 000 ou 8 000 € par mois, en réalité, c'est pas juste. Oui, ou à 2, ou à 3, ou à 4. C'est les parents. Le problème, c'est plutôt ça, c'est que, en fait, quand il a un enfant, son pouvoir d'achat va baisser par rapport à l'autre cadre qui gagne la même somme et qui n'a pas d'enfant. Autrement dit, la justice est tout à fait relative dans cette affaire. Et effectivement, pourquoi ne pas dire tout simplement les choses ? On a besoin d'argent. Et oui, et on le cherche partout. Et on le rate. Qu'est-ce que vous voulez dire les choses? Regardez ce que pourrait dire Manuel Valls selon Hervé Baudry dans sa caricature. Et oui, il y a une famille qui voudrait supprimer. Si on pouvait supprimer la famille de gauche pour aller ailleurs. C'est pas une proposition dans l'Obs cette semaine. Mais ce clivage sur les allocations familiales, elle existe, c'est vrai, au sein de la famille de gauche. Et Macron, Valls, etc.
au fond, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se fait. Finalement, ils lâchent un peu de lest aux députés socialistes pour leur faire passer la pilule du budget, etc. C'est une opération politique, mais c'est vrai qu'il peut avoir des conséquences désastreuses parce que le résultat, d'un point de vue économique, d'abord, ne change pas grand-chose. Ce que dit Jean-Louis, ça ne sera pas un apport extraordinaire. Je pense qu'il y a une opération purement de lâchage de lest politique, à mon avis, qui n'était pas très utile. Alors, comme tous les mercredis, la revue de presse de vos hebdos, on va la commenter ensemble. Ce sont les hebdos à retrouver dans les kiosques. Alors, l'Obs, on l'a vu en détail. Je voudrais quand même qu'on parle, Serge Raffi, de cette nouvelle formule. On va les voir, la voici. Alors, elle vous est présentée d'ailleurs dans le journal avec un édito de Jean Daniel qui rappelle les combats, les fondamentaux du journal. C'est un Obs, dit-il, profondément renouvelé à découvrir. Serge Raffi. On peut être moderne tout en respectant les fondamentaux, si je puis dire. Donc, Jean Daniel, il est le fondateur, donc il est le fondamental. Il est le gardien du temple, n'est-ce pas ? Il est le gardien du temple, mais c'est vrai que le Nouvel Observateur avait besoin d'une révolution. Elle est en train de se faire. Le numérique est arrivé. Alors, la nuit de la gauche, c'est pas fait. Mais celle de tous les news, bien sûr, tous les news magazines savent très bien qu'un changement doit s'opérer, qu'il est vital pour tous les journaux, et nous l'avons fait avant les autres. Cela dit, ça fait des années et des années que tout le monde dit l'Obs en parlant du Nouvel Observateur. Oui, tout à fait. Un coup d'œil à la carte. Graphiquement, c'est pas mal. Ah oui, c'est bien. Hervé, on va regarder votre dessin. Il paraît qu'on vend des pièces détachées sur le Bon Coin. Il y a un hervateur à vendre sur le Bon Coin. Attendez, on va voir là. Elle arrive, la voici. Voilà. On poursuit la revue de presse avec Le Point. Alors, c'est une importante, Jean-Luc Gombault, je vais vous faire réagir, qui consacre sa une Le Point à la dernière chance, regardez, la voici, de François Hollande avant le grand choc. On parle d'une nouvelle crise économique qui menace. Alors oui, depuis déjà plusieurs mois, on parle d'une nouvelle crise pour juin 2015. Voyez-vous, c'est même extrêmement précis, compte tenu des modifications de la politique monétaire de la Banque fédérale américaine, compte tenu du fait que la Banque centrale européenne a utilisé ses dernières cartouches, compte tenu de la déflation qui s'engage, compte tenu du mouvement boursier qui sont archi gonflés par rapport... Donc, il y a des inquiétudes sur le printemps 2015 qui commencent à se développer dans la presse économique. Les économistes n'ont pas forcément prévu la crise qu'on s'est reçue en 2000, c'est notre chance. Ils ont prévu. C'est notre chance. Le fait qu'on prévoit la crise, peut-être qu'on va l'éviter. D'où le New Deal réclamé par Emmanuel Macron. C'est bien parce que Hollande, depuis qu'il est élu, attend le retournement favorable pour la France. Il attend le moment où la crise va s'arrêter, et là, tous les pronostics disent qu'elle va s'aggraver. Et l'Express, regardez, on va parler un peu de la droite. Cette question à la une, qui va flinguer l'autre? Coup bas et grande manœuvre à droite entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, Philippe Gouliou, avec dans les derniers sondages, Nicolas Sarkozy vraiment pour la présidence de l'UMP qui a un socle très important et apparemment un score qui grimpe, alors qu'on parlait de sondage en berne depuis quelque temps. Oui, absolument. C'est vrai que tout le monde dit que le retour de Sarkozy est raté, mais les sondages montrent que peut-être il est moins raté que ça. Ça va être sanglant, certainement, là aussi. Ce qui est certain, c'est que même si le retour de Nicolas Sarkozy n'a pas été aussi flamboyant qu'il espérait, une nouvelle page va s'ouvrir le soir de son élection. Il a toutes les chances de gagner. Et là, voilà, c'est une ère nouvelle. Il faut voir les échéances les unes après les autres. Est-ce qu'on ne parle pas, quand on voit dans les sondages, trop vite de Nicolas Sarkozy en vue de 2017, en parlant de sondage en berne, il y a d'abord l'échéance de la présidence du MP? Évidemment. Moi, j'ai été très frappé de voir que dans les commentaires, on faisait comme si Sarkozy et Juppé étaient déjà candidats à la même élection. Or là, pour l'instant, Sarkozy n'avait comme adversaire que Bruno Le Maire et Hervé Mariton. On s'est plaint du fait que dans ses discours, il faisait des discours droitards, etc., qu'il était vraiment sur les fondamentaux de la droite. Mais évidemment, il fait campagne auprès des militants. Voilà, donc il parle au cœur des militants. Mais il ne parle pas de l'UMP. Et il l'a plus mentionné dans les... Nicolas Sarkozy ne parle pas de l'UMP et Manuel Valls n'a pas dit le mot socialiste dans son entretien. Il veut changer, ils veulent chacun faire le changement, c'est peut-être maintenant. Alors, merci messieurs, merci d'avoir été nos invités. Merci Jean-Luc Gombault, Serge Raffi, Charles Consigny, Philippe Gouliou. Merci Hervé Baudry. Merci Sonia. À mercredi prochain. On arrive à la fin de ce journal et je vous en rappelle la principale information. Ce sont ces scènes de guerre aujourd'hui à Ottawa, au Canada. Au moins une fusillade a éclaté à l'intérieur du Parlement.
Le Premier ministre canadien a aussitôt été évacué et conduit en lieu sûr. Un soldat est décédé et un tireur aurait été tué. Ce tireur serait d'origine canadienne, âgé de 32 ans, probablement converti. La chasse à l'homme se poursuit ce soir pour capturer un ou plusieurs assaillants. Et c'est la thèse terroriste qui est envisagée pour le moment, alors que vous le savez, le Canada participe à la coalition en Irak. François Hollande a exprimé ce soir, je cite, la totale solidarité de la France. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Belle et douce nuit à vous. À demain avec plaisir.